D'abord, la suite du 7 octobre 2023 avec une redéfinition assez forte, violente même, du Moyen-Orient, avec une guerre non pas israélo-palestinienne mais israélo-Hamas, la volonté d'Israël de sécuriser ses frontières, ce qui avait été un acquis pendant de longues années, et dont Israël a découvert la faillibilité de son principe d'ultra-technique. Un peu comme les Américains ont découvert après le 11 septembre que non, l'ultra-technologie ne leur donnait pas les éléments humains pour pouvoir anticiper sur des choses qu'un renseignement humain leur aurait donné. C'est très important. C'est une façon de revenir aux fondamentaux. Là-dessus, Israël s'est défait aussi de la menace dans le Nord. Pour revenir à la décision de l'ONU, la 1701, qui prévoyait que le Hezbollah soit à 40 km. Bref, il y a une redéfinition qui a causé il y a quelques jours la chute du régime de Bachar el-Assad et l'installation d'un régime sunnite, comme l'a expliqué Olivier Roy, dans un pays sunnite. Donc ça va redimensionner l'ensemble des partenaires de la région et on espère avec une plus grande stabilité qui permettra la création d'un espace pour que les Palestiniens puissent exercer une autorité sur les territoires palestiniens et sur Gaza. Mais il faut attendre, c'est donc une année de jonction qui doit amener pour moi à l'espérance. On a vu avec la Syrie, les régimes qui gouvernent par la force et même la violence sur leur peuple peuvent chuter en quelques heures, quelques jours. On l'a vu ailleurs. Rappelez-vous, les gens n'imaginaient pas la chute du mur de Berlin. Et ça s'est passé en quelques jours, 3 ou 4 jours. Quand il y a une fragilisation d'un édifice, surtout un édifice politique fragile qui s'appuie sur une micro-partie de la population pour écraser l'ensemble d'une population, ça ne tient pas longtemps et il y a un moment où ça se fissure. Donc moi j'ai plutôt tendance à espérer que le futur sera meilleur. Maintenant, je ne suis pas dans l'utopie, je ne suis pas dans une sorte d'optimisme béat. Je vois le monde tel qu'il est, il y a des intérêts divergents, mais l'espérance, c'est ce que moi je vois comme étant une ligne de crête entre la réalité de ce qu'est le monde et la capacité qu'on a à le transformer. Or, il y a une seule chose qui marche partout pour améliorer les conditions des gens, c'est la paix. Une seule chose, la paix. Je le dirais avec mes mots à moi de rabbin, le Talmud dit, on n'a pas trouvé de meilleur ustensile pour recueillir les bénédictions de Dieu que la paix. Et donc, vous pouvez avoir les plus grandes bénédictions sur un espace, s'il n'y a pas la paix, ça ne sert à rien. Ça c'est cool, personne ne peut en profiter. Regardez un pays comme le Liban, qui n'arrive plus à avoir une armée structurée, qui n'arrive pas à avoir un État, qui n'arrive pas à avoir de président. Il a les plus grandes possibilités de la région. Et pourtant, il n'arrive pas à se structurer. Pourquoi ? Parce que la fracturation de cette société en mosaïque qui n'arrive pas à se fédérer est un handicap terrifiant. Donc, quand il y aura la possibilité pour toutes les parties du Liban de se fondre dans une espérance commune, là on trouvera le Liban acteur de son futur. Et je pense que pour tout l'espace régional, il va y avoir une transformation qui permettra finalement à chaque pays, vraiment à chaque pays, de retrouver son destin et un avenir plus serein. Je pense qu'il y a une émergence de nouveaux personnels politiques partout, qui vont, eux, trouver des nouvelles voies pour être ce qu'ils sont, mais le faire avec les autres. Je ne pense pas que... Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire, on impute à Donald Trump les accords d'Abraham. Oui et non, parce qu'il peut les co-signer. Ce n'est pas lui qui les applique. Pas lui qui se confronte à la population du Maroc qui est foncièrement contre et pourtant le roi a fait cette décision. Il y a des pays, aucun pays n'est sorti des accords d'Abraham, aucun, malgré les bombardements, malgré la situation très tendue qu'il y a eu et au Liban et à Gaza. Mais parce que tout le monde a compris que l'urgence pour Israël, c'était de protéger sa population. Moi, j'ai fait un Shabbat complet avec des réfugiés de Kiryat Shmona, c'est-à-dire des gens du nord d'Israël. Ça faisait 6 mois qu'ils étaient dans un hôtel à Jérusalem. Alors quand je vous dis, venez, on va à l'hôtel à Jérusalem, tout le monde est heureux, c'est sympa l'hôtel à Jérusalem. Mais quand c'est pas chez vous, quand c'est 6 mois, quand vous avez pu retourner chez vous que 2 heures pour aller chercher des pulls parce que c'est une température froide à Jérusalem par rapport à Kiryat Shmona, c'est pas la même chose. Et donc, il y avait cette nécessité
de protéger aussi ces populations. Donc, et les gens le comprennent autour. Les pays qui ont signé les accords d'Abraham, ils le comprennent. Donc, je pense que ça peut jouer. Je ne suis pas américain, donc je n'ai pas voté aux élections américaines. Mais je pense que la paix se fait toujours entre les personnes, même si l'extérieur peut faciliter les choses. Les premiers jours après le 7 octobre, le Hezbollah n'a pas réagi immédiatement. Il y a eu quelques jours. Parce qu'au départ, le Hezbollah, je l'ai vu par des déclarations et par des éléments qui m'étaient rapportés par des amis libanais, était horrifié par la méthode des attaques, la barbarie, les assassinats, les égorgements, cette violence. C'est pas acceptable, au fond, par personne. Et donc, au départ, ils n'étaient pas là-dedans. Israël n'a pas engagé une guerre contre les Palestiniens. Il n'y a rien eu comme mouvement en Cisjordanie. C'était contre le Hamas à Gaza. Et objectivement, c'était donc à la fois le Hamas et le Hezbollah, et donc de facto contre l'Iran qui les soutenait, de facto contre le régime syrien qui les soutenait. Et quand ils ont menacé de se coaliser, Israël a réglé la question en se protégeant. Donc au fond, c'est une guerre, je dirais presque, pas presque, je dirais que c'est une guerre pour libérer les Palestiniens de l'emprise du Hamas. Parce que les premiers, quand on dit Gaza c'est une prison à ciel ouvert, oui, les gardiens de cette prison, c'est le Hamas qui asservissait littéralement, écrasait littéralement les Palestiniens. Et en 2007, quand le Hamas prend le pouvoir à Gaza, c'est des massacres terribles. Donc il faut mesurer que, au fond, il y a un mouvement de libération là, de tout asservissement, et ce mouvement va, j'espère, se concrétiser, ça mon espérance, par une paix régionale qui permettra de faire du business. Moi j'ai reçu récemment des entrepreneurs de Gaza, c'est étonnant, mais des gens qui me disent il faut qu'il y ait la paix pour qu'on puisse reconstruire le port, pour pouvoir faire du business. C'est un port en eau profonde, ce qui est rare dans la région. Donc il y a des opportunités de collaboration vraiment étroites entre Israël, entre Gaza, entre l'Égypte. Bref, il y a des possibilités énormes de faire des choses intelligentes. Il faut juste qu'on retrouve la paix globalement. Par exemple, la construction du port, la capacité à... En 1993, après les accords d'Oslo, il y a les accords de Camp David, il y a les discussions d'Oslo, les accords de Camp David, c'est signé avec le président américain, Arafat et Rabin et Shimon Peres. Et là, il y a une première chose, Dahlan, qui est hébergé ici aux Émirats Arabes Unis, met en place des patrouilles communes israélo-palestiniennes. Au fond, une façon de dire, la sécurité, on doit l'assurer ensemble. Je pense que c'est le chemin à suivre, c'est-à-dire que la sécurité et la paix, ça se construit ensemble. Personne ne peut imposer la paix de force, c'est jamais une paix, c'est une absence de guerre. Il faut que cet espace régional trouve une véritable paix qui est bien plus que l'absence de guerre, qui est une espérance commune.